Alors que je subissais une opération critique, mes parents ont préféré un concert à mes filles. J'ai coupé les ponts et leur soutien financier depuis mon lit d'hôpital. Une semaine plus tard, on a frappé à ma porte. Je m'appelle Amélie et à 34 ans, je n'aurais jamais imaginé que mes parents choisiraient un concert de Mylène Farmer plutôt que ma vie. Quand j'ai eu besoin d'une opération d'urgence, ils m'ont qualifié de dérangement et de problème pour leur avoir demandé de garder mes petites filles. Depuis mon lit d'hôpital, j'ai engagé une inconnue pour s'occuper de mes bébés, couper tout contact avec ma famille et arrêter les milliers d'euros que je leur donnais chaque mois. Une semaine plus tard, on a frappé à ma porte, un coup qui allait tout changer. Ma vie tourne autour de mes deux magnifiques filles, Chloé et Léa. Chloé a 5 ans, avec des cheveux bruns bouclés et un amour passionné pour l'espace et les dinosaures. Elle a mon entêtement et la créativité de son père. Même à son jeune âge, elle essaie toujours d'aider à la maison et de protéger sa petite sœur. Léa vient d'avoir 3 ans le mois dernier. Elle a les cheveux blonds et lisses et les plus grands yeux bleus qui peuvent faire fondre votre cœur instantanément. Contrairement à sa sœur, Léa est timide avec les inconnus, mais devient une petite pipelette une fois qu'elle se sent à l'aise. Elle adore les princesses, les chiots et suivre sa grande sœur partout. Je suis devenu mère célibataire il y a 2 ans quand mon mari Julien a décidé que la vie de famille était trop restrictive pour son esprit libre. Nous étions des amours de fac, mariés depuis 7 ans quand il est rentré un jour et a simplement dit « Je ne suis plus heureux. J'ai besoin de me trouver ». En une semaine, il avait fait ses valises et déménagé à l'autre bout du pays, sur la Côte d'Azur. Il envoie occasionnellement des cartes d'anniversaire et fait des appels vidéo sporadiques aux filles, mais les pensions alimentaires sont aussi irrégulières que sa communication. Après le divorce, je me suis jeté à corps perdu dans ma carrière dans une agence de marketing digital. J'ai fait des heures supplémentaires et travaillé les week-ends pour subvenir aux besoins de mes filles et j'ai récemment été promu au rang de cadre intermédiaire. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire décente qui a contribué à soulager notre situation financière, mais signifiait aussi plus de responsabilités et des heures plus longues. Ma relation avec ma famille d'origine a toujours été compliquée. Mon père Thomas a 62 ans et a pris sa retraite de son poste de professeur de mathématiques au lycée il y a 3 ans. Il se plaint constamment d'argent malgré une bonne pension. Ma mère Marguerite a 60 ans et travaille à temps partiel dans une pharmacie locale. Elle a toujours été passionnée de musique et assiste à tous les concerts qu'elle peut, peu importe le coût. Puis il y a ma jeune sœur Manon qui a 25 ans et qui a récemment obtenu son diplôme universitaire en communication. Elle cherche un emploi depuis des mois mais semble plus intéressée à maintenir son style de vie somptueux qu'à trouver un véritable travail. Depuis des années, je soutiens financièrement ma famille de diverses manières. J'ai payé 60% des frais de scolarité de Manon, ce qui s'élevait à 80 000 euros. Cela m'a obligé à contracter un prêt personnel que je rembourse encore. L'année dernière, j'ai acheté une nouvelle voiture à mes parents lorsque leur ancienne est tombée en panne au-delà de toute réparation. Elle a coûté 35 000 euros, ce qui représentait la plupart de mes économies à l'époque. J'ai également payé 15 000 euros pour réparer leur toit qui fuyait et 25 000 euros pour une rénovation de cuisine qu'ils voulaient depuis des années. En plus de ces dépenses importantes, je leur envoie 1 500 euros chaque mois pour les aider à payer leurs factures. Malgré mon soutien financier, notre relation a toujours été tendue. Mes parents critiquent fréquemment mes choix parentaux et mes décisions de vie. Quand Julien est parti, ils m'ont reproché de ne pas avoir été assez attentive à ses besoins. Quand j'ai décidé de rester dans notre maison familiale au lieu de déménager dans plus petit pour économiser de l'argent, ils m'ont traité d'irresponsable financièrement. Chaque décision que je prends semble être la mauvaise à leurs yeux. J'ai maintenu cette relation en partie parce que je voulais que mes filles aient des grands-parents dans leur vie et en partie parce que j'espérais qu'ils me soutiendraient quand j'en aurais vraiment besoin. Chloé et Léa adorent aller chez leurs grands-parents où elles sont gâtées avec des friandises et des cadeaux. Je pensais que ce lien valait la peine d'être préservé malgré la tension entre nous, les adultes. Manon, d'un autre côté, a toujours été la favorite. Tout ce qu'elle veut, elle l'obtient. Mes parents ont assisté à chacun de ces événements universitaires, mais ont manqué la remise de diplôme de maternelle de Chloé parce qu'ils avaient des billets pour le festival de jazz de Marciac. Ils publient constamment les réussites de Manon sur les réseaux sociaux, mais n'ont jamais mentionné ma promotion ou les étapes importantes des filles. Pourtant, j'ai maintenu la paix et continué à les soutenir financièrement parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? On s'entraide même quand les relations sont difficiles. Je me suis convaincu qu'un jour, quand j'aurai vraiment besoin d'eux, ils seraient là pour moi et mes filles.
Je n'aurais jamais imaginé que leur vrai visage se révélerait d'une manière aussi dévastatrice ou que je me retrouverais dans une position où je devrais choisir entre mon propre bien-être et le maintien de ces liens familiaux. Mais parfois, la vie vous force la main et vous découvrez de quoi les gens sont vraiment faits quand une crise survient. Tout a commencé par ce que je pensais être de simples douleurs menstruelles, mais c'est rapidement devenu insupportable. Les crampes étaient si intenses que je pouvais à peine me tenir debout. Après une semaine de symptômes qui s'aggravaient, j'ai finalement pris rendez-vous avec ma gynécologue, le docteur Dubois. Elle était mon médecin depuis des années et avait mis au monde mes 2 filles. Je me souviens encore d'être assise dans son bureau, l'odeur d'antiseptique lourde dans l'air, alors qu'elle examinait les résultats de mon échographie avec une expression sérieuse qui me serra l'estomac. Le kyste ovarien complexe qu'ils avaient trouvé était presque de la taille d'un pamplemousse, expliqua-t-elle en montrant une masse sombre sur l'image granuleuse. Il devait être retiré immédiatement. Il y avait un risque important de rupture qui pourrait entraîner une hémorragie interne et des complications potentiellement mortelles. L'inquiétude dans sa voix habituellement calme fit battre mon cœur à tout rompre. Vous aurez besoin d'une intervention chirurgicale dans les prochains jours, Amélie. Ce n'est pas quelque chose sur quoi nous pouvons attendre, a déclaré fermement le docteur Dubois. Je sentais la panique monter dans ma poitrine alors qu'elle continuait à expliquer les risques de la procédure et le temps de récupération. Elle a programmé l'opération 3 jours plus tard, le jeudi matin. Je devrais être à l'hôpital à 6 heures du matin et l'intervention durerait environ 2 heures. Selon ce qu'il trouverait pendant l'opération, je pourrais avoir besoin de rester à l'hôpital pendant 2 à 3 jours, suivi d'une semaine de repos strict au lit à la maison. En tant que mère célibataire, ma première pensée a été pour mes filles. Qui s'occuperait de Chloé et Léa pendant que je serais en chirurgie et en convalescence ? Je devais trouver quelqu'un de fiable et de digne de confiance pour les garder pendant potentiellement jusqu'à 3 jours. Mon esprit a immédiatement parcouru une liste mentale de gardiens possibles. J'ai d'abord appelé mes 3 amis les plus proches. Léna était en voyage d'affaires. Jessica faisait face à une urgence familiale et Maria était dans les dernières étapes d'une grossesse de jumeaux. Tout avait des raisons légitimes de ne pas pouvoir aider, bien que je puisse entendre le regret sincère dans leur voix. Ensuite, j'ai contacté ma collègue Mélissa, qui avait gardé les filles quelques fois auparavant. Elle pouvait aider le jeudi, mais avait une réunion client importante le vendredi qu'elle ne pouvait pas manquer. La crèche habituelle était déjà à pleine capacité et ne pouvait pas prendre les filles pour des jours supplémentaires, surtout avec un préavis aussi court. Après avoir épuisé toutes les autres options, j'ai décidé à contre-cœur d'appeler mes parents. Malgré notre relation tendue, je pensais qu'ils aideraient sûrement dans cette véritable urgence médicale. C'était exactement le genre de situation où la famille devrait se montrer à la hauteur. J'ai commencé à préparer mentalement ce que j'allais dire, en essayant de formuler ma demande d'une manière qui leur plairait. Avant de passer l'appel, j'ai méticuleusement préparé une liste détaillée d'instructions. J'ai noté les routines quotidiennes des filles, leurs préférences alimentaires, leurs rituels du coucher et les contacts d'urgence. J'ai noté que Chloé avait besoin de sa couverture bleue spéciale pour dormir, et que Léa était allergique aux fraises. J'ai inclus des informations sur les heures de dépôt et de récupération de Chloé à la maternelle. J'ai fait un tableau de leurs horaires de médicaments, des besoins en inhalateur pour l'asthme de Léa et du régime vitaminique quotidien de Chloé. J'ai même préparé un plan de repas et rempli mon congélateur de dîner facile à réchauffer. Je voulais que ce soit aussi simple que possible pour mes parents de dire oui. Dans mon cœur, je croyais que malgré nos différences, ils ne me laisseraient pas tomber alors que ma santé et potentiellement ma vie étaient en jeu. La veille, j'ai prévu de les appeler. Je me suis assise avec mes filles pour leur expliquer en termes adaptés à leur âge ce qui se passait. Maman a un bobo dans le ventre que les docteurs doivent réparer, leur ai-je dit, assise sur le canapé de notre salon avec une fille de chaque côté de moi. Je vais devoir aller à l'hôpital pour quelques jours, mais papy et mamie s'occuperont de vous jusqu'à ce que j'aille mieux. Est-ce que ça va faire mal ? Demanda Chloé, le front plissé d'inquiétude. Les docteurs me donneront un médicament spécial pour que je ne le sente pas, l'ai-je rassuré en lui caressant les cheveux. Et quand je me réveillerai, le bobo commencera à aller mieux. On pourra te rendre visite, voulut savoir Léa, sa petite main agrippant ma chemise. Bien sûr que vous pourrez, ma chérie. Papy et mamie vous amèneront me voir, ai-je promis, n'ayant aucune idée que c'était une promesse que je ne pourrais pas tenir. Cette nuit-là, après avoir couché les filles, je me suis assise à ma table de cuisine, mon téléphone à la main, répétant ce que j'allais dire à mes parents. Je devais être clair sur la gravité de la situation sans paraître dramatique.
Je devais être ferme sur l'aide dont j'avais besoin sans paraître exigeante. Surtout, je devais leur faire comprendre que je n'avais pas d'autres options. Ce n'était pas une demande de convenance. C'était une nécessité. Je ne savais pas que cet appel changerait ma relation avec ma famille pour toujours et me forcerait à réévaluer tout ce que je pensais savoir sur la loyauté et le soutien familial. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro de mes parents, le téléphone semblant anormalement lourd dans ma main. Ma mère a répondu à la 4e sonnerie, sa voix joyeuse comme toujours. « Salut maman », ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. « J'ai quelque chose d'important à te dire. »« Oh, bonjour Amélie. »« Qu'est-ce que c'est ?» répondit-elle, son ton changeant instantanément pour devenir prudent. Je pouvais entendre la télévision jouer forte en arrière-plan. « J'ai un problème de santé », ai-je commencé, choisissant mes mots avec soin. Mon médecin a trouvé un gros kyste ovarien qui doit être retiré chirurgicalement tout de suite. Il y eut une pause avant que ma mère ne réponde. « Oh, c'est dommage, dit-elle, mais son ton manquait de réelle inquiétude. J'ai dégluti difficilement et j'ai continué. L'opération est prévue pour jeudi matin. Je devrais rester à l'hôpital pendant 2 à 3 jours, selon comment ça se passe. J'ai essayé tout le monde, mais j'ai besoin de quelqu'un pour garder Chloé et Léa pendant ce temps. J'espérais que papa et toi pourriez aider. » Le silence qui suivit sembla s'étirer à l'infini. Je pouvais entendre la respiration de ma mère et une conversation étouffée alors qu'elle couvrait vraisemblablement le téléphone pour parler à mon père. Après ce qui m'a semblé une éternité, la voix de mon père est arrivée sur la ligne. « Amélie, ta mère dit que tu as besoin de quelqu'un pour garder les enfants. »« Oui, papa », ai-je expliqué à nouveau, luttant pour ne pas laisser le désespoir percer dans ma voix. « Je dois subir une opération d'urgence jeudi. Les médecins craignent que le kyste ne se rompe. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper des filles pendant que je suis à l'hôpital. Ce serait pour 2 jours, peut-être 3 au maximum. » Une autre pause. Puis sa réponse m'a frappé comme un coup de poing. « Eh bien, le moment est mal choisi, Amélie, dit-il, sa voix neutre. Ta mère, Manon et moi avons des billets pour le concert de Mylène Farmer jeudi soir. Nous avons ces projets depuis des mois. Ce sont des billets VIP, très chers. J'ai eu l'impression d'avoir été aspergé d'eau glacée. Mon père venait-il d'insinuer qu'un concert était plus important que ma crise de santé? Papa, commençai-je, c'est une urgence médicale. Je n'ai personne d'autre qui puisse garder les filles. Je ne peux pas reporter l'opération. Les médecins craignent que le kyste ne se rompe à tout moment. Tu as toujours une sorte d'urgence, Amélie, répondit mon père, sa voix prenant ce ton critique familier que j'avais entendu toute ma vie. Tu es toujours un dérangement et un problème. Pourquoi y a-t-il toujours une crise avec toi? Je suis restée assise dans un silence stupéfait alors qu'il continuait. Ne peux-tu pas simplement reporter l'opération de quelques semaines ou trouver quelqu'un d'autre? Et cette amie à toi? Comment s'appelle-t-elle? Celle qui a gardé les filles à Noël dernier. L'amie à laquelle il faisait référence avait déménagé à Lyon 6 mois auparavant, un fait que j'avais mentionné plusieurs fois lors de nos dîners de famille. Il n'avait pas écouté ou ne s'en était pas assez soucié pour s'en souvenir. Papa, je ne peux pas reporter cette opération. Mon médecin dit qu'elle doit avoir lieu maintenant, et j'insistais, les larmes commençant à monter à mes yeux. J'ai déjà essayé tout le monde. Je ne demanderai pas si j'avais une autre option. Ma mère est revenue au téléphone. Amélie, ces billets coûtent une fortune. Manon attend ce concert avec impatience depuis des mois. C'est son cadeau de fin d'études. Tu comprends sûrement. Je ne comprenais pas. Pas du tout. Ma santé, peut-être ma vie, était mise en balance avec des billets de concert. Maman, c'est sérieux. Et si quelque chose se passait pendant l'opération? Et s'il y avait des complications? J'ai besoin de savoir que mes enfants sont pris en charge par des gens qui les aiment, ai-je plaidé, incapable de retenir l'émotion dans ma voix. Ne sois pas si dramatique, Amélie, soupira ma mère. Rien ne va t'arriver. Tu exagères toujours tout. Pourquoi n'appelles-tu pas un service de babysitting ou quelque chose comme ça? Il doit y avoir des gens qui font ça de manière professionnelle. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mes propres parents refusaient de m'aider dans une véritable crise médicale parce qu'ils ne voulaient pas manquer un concert. Après avoir raccroché avec mes parents, j'ai immédiatement appelé Manon, espérant que ma sœur serait plus compréhensive. Peut-être pourrait-elle convaincre nos parents d'aider.
Ou peut-être pourrait-elle sauter le concert elle-même pour garder les filles. L'appel a abouti et j'ai entendu le son de la musique et des rires en arrière-plan. Manon, je dois te parler de quelque chose d'important, ai-je dit après qu'elle m'ait salué. Peux-tu faire vite? Je suis sorti avec des amis, répondit-elle avec impatience. J'ai brièvement expliqué la situation, ma voix tremblant légèrement en racontant le refus de nos parents. Eh bien, ces billets sont le cadeau de maman pour ma fin d'études, a dit Manon sur la défensive. Nous planifions cela depuis des lustres. Tu sais à quel point j'aime Mylène Farmer. Manon, j'ai besoin d'une opération. C'est sérieux. Je n'ai personne d'autre pour garder les filles, ai-je souligné, espérant qu'elle comprendrait la gravité de la situation. Tu rends toujours tout si dramatique, se moqua-t-elle. Engage juste une babysitter ou quelque chose du genre. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre avec ton nouveau job de luxe. Le nouveau job de luxe qui m'avait permis de continuer à lui envoyer de l'argent chaque fois qu'elle le demandait. Le job qui avait financé les virées shopping dont elle parlait constamment sur les réseaux sociaux. Alors, tu n'aideras pas non plus? Ai-je demandé directement. Je ne peux pas manquer ce concert, Amélie. C'est Mylène Farmer, s'exclama Manon comme si cela expliquait tout. En plus, j'ai promis à mes amis que nous irions tous ensemble. Ils seraient tellement déçus. Et avec cela, j'ai su exactement où je me situais avec ma famille. Un billet de concert valait plus que mon bien-être. Le divertissement était plus précieux que de s'assurer que leur petite fille était en sécurité pendant que leur mère subissait une opération d'urgence. La trahison m'a profondément blessé, tranchant les derniers fils de l'illusion que j'avais entretenue sur ma famille. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir un jour réparer. Après avoir raccroché avec Manon, je suis resté assise dans ma cuisine, le regard vide fixé sur le mur. La maison était silencieuse, mes filles endormies à l'étage, inconscientes du tumulte que leur mère vivait. La réalité de la trahison de ma famille m'a submergé par vagues, chacune plus douloureuse que la précédente. J'ai commencé à réfléchir à tous les sacrifices que j'avais faits pour mes parents et ma sœur au fil des ans. Quand Manon a commencé l'université, mes parents ont prétendu qu'ils ne pouvaient pas se permettre les frais de scolarité. Sans hésiter, j'ai contracté un prêt personnel substantiel pour couvrir 60% de ses frais d'études, soit 80 000 €, que je remboursais encore avec intérêt. Je me souviens d'avoir signé ces papiers de prêt, Julien se demandant pourquoi je mettais en péril l'avenir financier de notre famille. Mais j'avais insisté sur le fait que la famille s'entraide. Pour effectuer les remboursements du prêt, j'avais pris des projets de marketing en freelance les week-ends, quand Julien était encore là, sacrifiant un temps précieux avec mes propres enfants. Après son départ, j'ai continué à travailler encore plus dur, restant souvent debout jusqu'à 2 heures du matin pour terminer des missions supplémentaires après que les filles soient au lit. L'année dernière, lorsque ma mère s'est cassé la cheville, j'ai refusé une opportunité de développement professionnel qui m'aurait mise sur la voie d'une promotion encore meilleure. Au lieu d'assister au programme de formation intensive de 2 semaines à Paris, j'ai passé ces semaines à conduire jusqu'à la maison de mes parents tous les jours après le travail pour cuisiner, nettoyer leur maison et aider ma mère dans les tâches de base. Mon père avait prétendu être trop occupé avec son passe-temps de menuiserie à la retraite pour lui prodiguer les soins dont elle avait besoin. Tout au long de ma vie d'adulte, je me suis présenté à chaque événement familial, aussi peu pratique soit-il. J'ai conduit 4 heures pour assister à la baby shower de ma cousine alors que j'étais enceinte de 8 mois de Léa. J'ai pris des congés sans solde pour aider mes parents à déménager dans leur nouvelle maison après qu'ils aient décidé que l'ancienne avait trop d'escaliers. J'avais constamment priorisé leurs besoins, souvent au détriment des miens. Je me suis souvenu des paroles de mon père lors du dîner de remise de diplôme de Manon, son verre levé pour un toast. La famille se soutient toujours en cas de besoin. C'est ce qui fait notre force. Quel sentiment creux cela s'avérait être maintenant. Au fil de la nuit, la douleur physique de mon état s'est intensifiée comme si mon corps réagissait au traumatisme émotionnel. Les crampes sont devenues plus sévères, irradiant de mon abdomen à mon bas du dos. Je me suis recroquevillé sur le canapé, une bouillotte pressée contre mon ventre, luttant contre les larmes qui menaçaient de me submerger. Le rejet de ma famille a rouvert de vieilles blessures. Quand je leur ai annoncé pour la première fois que j'étais enceinte de Chloé, ils avaient exprimé leur déception plutôt que leur joie. Quand Julien est parti et que j'ai choisi de garder notre maison au lieu de déménager dans un appartement plus petit, ils m'ont critiqué pour mon irresponsabilité financière. Peu importait que je veuille offrir de la stabilité à mes filles pendant une période tumultueuse.
Chaque décision de vie majeure que j'avais prise semblait s'accompagner de leur désapprobation. Pourtant, j'avais continué à les soutenir émotionnellement et financièrement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les conversations SMS récentes avec Manon. Il y avait au moins une douzaine de messages où elle demandait de l'argent. 300 € pour une robe pour le mariage d'une amie, 500 € pour des réparations de voiture, 700 € pour une caution pour un nouvel appartement qu'elle n'a finalement pas pris. Pas une seule fois elle ne m'avait remboursé ou même offert de le faire. Pas une seule fois elle n'avait exprimé une gratitude sincère au-delà d'un rapide merci suivi d'une autre demande. Les mains tremblantes, j'ai appelé ma meilleure amie Sarah, ayant besoin d'entendre une voix de soutien. Ils ont dit non, Sarah. Mes parents ont carrément refusé de garder les filles parce qu'ils ont des billets pour un concert de Mylène Farmer, ai-je expliqué, ma voix se brisant. Tu es sérieuse, a répondu Sarah, l'indignation évidente dans son ton. C'est absolument incroyable, Amélie. Après tout ce que tu as fait pour eux. Je ne sais pas quoi faire, ai-je admis, l'opération est dans 2 jours et je n'ai personne pour garder Chloé et Léa. Sarah est restée silencieuse un moment, puis a suggéré, et si tu engageais une nounou professionnelle ou une baby-sitter? Il y a des services spécialisés dans la garde d'enfants d'urgence. J'y ai pensé, mais l'idée de laisser mes filles avec une parfaite inconnue pendant plusieurs jours. Elle a continué, j'ai déjà utilisé un service de garde d'enfants d'urgence quand ma mère était censée garder Tyler mais a annulé à la dernière minute, a proposé Sarah. Ils font des vérifications d'antécédents approfondies et les gardiennes sont certifiées en RCR et premiers secours. Je pourrais t'envoyer les informations. Pendant que nous parlions, la douleur dans mon abdomen s'est soudainement intensifiée à un niveau insupportable. J'ai halté, manquant de laisser tomber le téléphone. Amélie, ça va? A demandé Sarah, alarmée. Je crois que je dois aller aux urgences maintenant, ai-je réussi à dire entre 2 respirations aiguës. La douleur est bien pire. J'arrive tout de suite, a déclaré Sarah. Je te conduirai à l'hôpital et je resterai avec les filles jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Ne bouge pas. 45 minutes plus tard, j'étais aux urgences, examiné par un médecin inquiet. L'échographie a montré que mon état s'était détérioré. Le kyste montrait des signes de rupture potentielle et le médecin a décidé d'avancer mon opération au lendemain matin. C'est moins de 24 heures à partir de maintenant, ai-je réalisé avec panique. Encore moins de temps pour organiser la garde des enfants. Alors que j'étais allongé dans le lit d'hôpital en attente d'être admise pour une observation de nuit, la gravité de ma situation m'a frappé de plein fouet. Ma propre famille m'avait abandonné au moment où j'en avais le plus besoin, me laissant affronter seul une grave crise de santé tout en m'occupant de 2 jeunes enfants. Les personnes qui auraient dû être mon système de soutien avaient choisi le divertissement plutôt que mon bien-être. Pour la première fois, j'ai été forcé d'affronter la douloureuse vérité que j'avais évitée pendant des années. Ma relation avec ma famille était fondamentalement brisée et peut-être irréparable. De mon lit d'hôpital, je fixais le plafond. Le bip rythmique des moniteurs créait une toile de fond presque hypnotique à mes pensées qui s'emballaient. L'infirmière m'avait donné des médicaments contre la douleur, ce qui avait atténué l'inconfort physique, mais n'avait rien fait pour le tumulte émotionnel qui faisait rage en moi. Avec l'aide de Sarah, j'avais réussi à contacter le service de garde d'enfants d'urgence qu'elle m'avait recommandé. En moins d'1 heure, il m'avait envoyé les profils de plusieurs gardiennes qualifiées disponibles à court préavis. Après avoir examiné leurs références, j'ai organisé un appel vidéo avec Hélène Bernard, une ancienne institutrice de maternelle de 42 ans avec 15 ans d'expérience dans la garde d'enfants. Le visage aimable et le comportement calme d'Hélène ont été immédiatement rassurants alors que nous parlions à travers l'écran de mon téléphone. Elle a patiemment répondu à toutes mes questions, partageant des détails sur sa philosophie de garde d'enfants et son expérience avec des enfants de l'âge de Chloé et Léa. Ses références étaient impeccables, plusieurs familles louant sa fiabilité et le soin sincère qu'elle portait aux enfants qu'elle gardait. J'aimerais que nous nous rencontrions dans de meilleures circonstances, Madame Laurent, mais je tiens à vous assurer que vos filles seront entre de bonnes mains, a dit chaleureusement Hélène. Je comprends à quel point cela doit être difficile pour vous. Le service était cher, à 35 € de l'heure pour une garde 24h/24, mais à ce moment-là, j'aurais payé n'importe quel montant pour m'assurer que mes enfants étaient en sécurité. Sarah a proposé de venir chercher Hélène et de la présenter aux filles, restant jusqu'à ce qu'elles semblent à l'aise avec leur gardienne temporaire. Alors que je finalisais les arrangements avec Hélène, une infirmière nommée Lise est entrée pour vérifier mes signes vitaux. Elle a dû remarquer le stress gravé sur mon visage. « Problème de famille ?» demanda-t-elle doucement en enroulant le brassard de tensiomètre autour de mon bras.
J'ai hoché la tête, surprise par sa perspicacité. Mes parents ont refusé de garder mes filles pendant mon opération parce qu'ils ont des billets de concert, ai-je expliqué, trouvant encore difficile à croire même en prononçant les mots. Lise secoua la tête avec sympathie. Vous savez, j'ai vécu quelque chose de similaire quand j'ai eu mon fils. Ma mère a refusé de venir aider après sa naissance parce qu'elle avait prévu une croisière avec ses amis. J'ai dû engager une doula postpartum à la place. Comment avez-vous géré ça, ai-je demandé, reconnaissante d'avoir quelqu'un qui comprenait. C'était difficile, a-t-elle admis. Mais ça m'a appris à fixer des limites avec ma famille. Parfois, les personnes qui devraient le plus nous soutenir sont celles qui nous laissent tomber le plus durement. Ces mots ont résonné profondément en moi. Pendant des années, j'avais laissé ma famille me prendre financièrement et émotionnellement tout en donnant très peu en retour. Je m'étais convaincu que c'était mon devoir, que la famille signifiait faire des sacrifices. Mais où était leur sens du devoir quand j'avais vraiment besoin d'eux? Alors que la nuit tombait et que l'hôpital se calmait, mon téléphone a vibré avec un message texte. C'était de ma mère, mais pas le message inquiet que j'aurais pu espérer. Au lieu de cela, c'était un selfie d'elle, de mon père et de Manon sur le lieu du concert. Tout sourire et excitation. Le message disait, tellement génial. Manon passe le meilleur moment. Merci pour les billets VIP que tu m'as achetés pour mon anniversaire le mois dernier. J'ai fixé l'image, la main tremblante. Les billets VIP que mon père avait mentionnés étaient ceux que j'avais achetés comme cadeau d'anniversaire pour ma mère il y a à peine 4 semaines. Ils avaient coûté 2000 €, de l'argent que j'avais économisé spécifiquement pour lui faire une surprise spéciale. Et maintenant, ils utilisaient ces billets, que j'avais payés, comme excuse pour ne pas m'aider dans une urgence médicale. À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé en moi. J'ai vu avec une parfaite clarté ce que j'avais été pour ma famille toutes ces années. Pas une fille ou une sœur, mais un distributeur automatique de billets. Une ressource à épuiser. Un problème quand j'avais besoin de quelque chose en retour. Avec un étrange sentiment de calme, j'ai pris 3 décisions qui changeraient à jamais ma relation avec ma famille. Premièrement, j'ai appelé ma banque et annulé la carte de crédit supplémentaire que j'avais donnée à Manon pour les urgences, celle qu'elle utilisait régulièrement pour des virées shopping et des dîners entre amis. Ensuite, j'ai rédigé un email à mon avocat lui demandant de m'aider à cesser immédiatement tout soutien financier à mes parents et à ma sœur, y compris les virements mensuels, l'aide au prêt immobilier et les paiements de la voiture que j'effectuais. Enfin, j'ai composé un long email à mes parents et à Manon. Mes doigts se sont déplacés rapidement sur le clavier du téléphone alors que je déversais des années de sentiments et de déceptions refoulées. À ma famille, alors que je suis allongé dans ce lit d'hôpital, me préparant pour une opération d'urgence demain, je suis arrivé à une douloureuse prise de conscience. Pendant des années, je vous ai soutenu émotionnellement et financièrement, croyant que la famille signifie être là les uns pour les autres inconditionnellement. Ce soir, quand j'avais le plus besoin de vous, vous avez choisi un concert plutôt que mon bien-être et la garde de vos petites filles. Ce n'était pas une petite faveur que je demandais. C'était une urgence médicale grave, une urgence dont mes médecins ont exprimé la crainte qu'elle pourrait être mortelle si elle n'était pas traitée immédiatement. Pourtant, vous 3 avez jugé que des billets de concert, que j'ai achetés, étaient plus importants que de vous assurer que mes enfants étaient pris en charge pendant que je subissais une opération. J'ai soutenu financièrement cette famille pendant des années. J'ai payé 60% des études universitaires de Manon, 80 000 €. Je vous ai acheté une nouvelle voiture l'année dernière, 35 000 €. J'ai payé la réparation de votre toit, 15 000 €, et la rénovation de votre cuisine, 25 000 €. J'ai envoyé un soutien financier mensuel, 1 500 € par mois, sans compter les innombrables petites dépenses, les prêts jamais remboursés et les cadeaux. J'ai fait tout cela volontairement, croyant que la famille se soutient mutuellement. Ce soir m'a montré que ce soutien ne va que dans un sens. À compter d'aujourd'hui, je cesse tout soutien financier. La carte de crédit supplémentaire que Manon utilisait a été annulée. Les virements mensuels s'arrêteront. Je ne contribuerai plus à vos dépenses. Plus important encore, j'ai besoin de temps et d'espace loin de vous tous. Je dois me concentrer sur ma santé et mes filles. S'il vous plaît, ne me contactez pas. Je vous contacterai si et quand je serai prête à discuter de la reconstruction de notre relation, ce qui ne se produira qu'avec des limites claires et un respect mutuel en place. Amélie. Après avoir envoyé l'email, j'ai bloqué leurs 3 numéros de téléphone et adresse email. Le soulagement que j'ai ressenti a été immédiat et surprenant,
comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules malgré la grave opération que je devais affronter le matin. Lise est revenue me voir une dernière fois avant la fin de son service. « Vous avez l'air différente », a-t-elle observé. « Plus en paix. »« J'ai pris une décision », lui ai-je dit. « J'en ai fini d'être utilisé par des gens qui ne se soucient pas vraiment de moi. » Elle a souri en ajustant ma perfusion. « Bien pour vous. Maintenant, essayez de vous reposer. Demain est un grand jour, mais vous ne l'affrontez pas seul. Il y a des gens qui se soucient vraiment. » En m'endormant, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Sarah s'était manifestée sans hésitation. Hélène, une inconnue, avait accepté de s'occuper de mes enfants avec compassion et professionnalisme. Mes collègues m'envoyaient des messages de soutien depuis qu'ils avaient appris mon opération. Peut-être que la famille n'était pas définie par le sang, mais par ceux qui se présentent quand ça compte le plus. Demain apporterait des défis physiques, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais émotionnellement plus forte, prête à construire une vie où moi et mes filles serions la priorité, pas une pensée après coup. L'opération a été un succès, bien que plus compliqué que prévu initialement. Le kyste avait commencé à se rompre juste au moment où il commençait la procédure, confirmant l'urgence que mon médecin avait soulignée. J'ai passé les 3 premiers jours à l'hôpital, entrant et sortant de la conscience alors que mon corps commençait le processus de guérison. Fidèle à sa parole, Hélène a amené Chloé et Léa en visite chaque jour. La première fois qu'elles sont entrées dans ma chambre d'hôpital, leur petit visage crispé d'inquiétude, j'ai retenu mes larmes. Chloé s'est approchée de mon lit avec précaution, les yeux écarquillés à la vue de la perfusion et des équipements de surveillance. « Est-ce que ça fait encore mal, maman ?» demanda-t-elle, sa voix fluette. « Un petit peu, ma chérie, mais les docteurs ont réglé le problème et je vais mieux chaque jour, » l'ai-je rassuré, tendant la main pour lui caresser les cheveux. Léa était plus hésitante, s'accrochant à la main d'Hélène jusqu'à ce qu'elle l'aide à la soulever sur une chaise à côté de mon lit. « On t'a apporté un dessin ?» a chuchoté timidement Léa, présentant un dessin au crayon de cire de ce qui semblait être notre famille, avec moi portant ce qui ressemblait à une cape de super-héroïne. Ce soir-là, Hélène a rapporté que les filles s'adaptaient bien à sa garde. Chloé avait été initialement réservée mais s'était détendue après qu'Hélène l'ait aidée avec un puzzle sur l'espace. Léa avait presque immédiatement adopté Hélène après avoir découvert qu'elle partageait un amour pour chanter des chansons de Disney. Une complication mineure avec la plaie chirurgicale a signifié que mon séjour à l'hôpital a été prolongé de 2 jours et que ma convalescence à la maison serait plus longue que prévu initialement. La douleur physique était considérable, un rappel constant de l'épreuve que mon corps avait endurée, aggravée par la blessure émotionnelle de la trahison de ma famille. Une fois rentrée à la maison, Hélène s'est avérée être une bénédiction inattendue. Non seulement elle était exceptionnelle avec mes filles, mais elle se déplaçait aussi dans ma maison avec une efficacité silencieuse, gardant tout en ordre pendant ma convalescence. Elle préparait des repas nutritifs, maintenait les filles à leur horaire régulier et trouvait même le temps de me lire des histoires quand j'étais trop épuisé pour tenir un livre moi-même. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon naturelle dont Hélène interagissait avec mes filles. Elle n'a jamais essayé de me remplacer, mais a plutôt créé sa propre relation spéciale avec elles. Elle a inventé un rituel du coucher où elles partageraient un moment heureux de leur journée, quelque chose qui faisait que Chloé et Léa attendaient l'heure du coucher avec impatience plutôt que d'y résister. Un soir, alors qu'Hélène m'aidait à ajuster mes oreillers, elle a partagé un peu de sa propre histoire. Elle avait été elle-même mère célibataire, élevant un fils qui était maintenant à l'université. Quand j'ai exprimé ma surprise que quelqu'un avec sa chaleur et ses capacités soit célibataire, elle a souri doucement. Parfois, les gens partent non pas parce qu'il vous manque quelque chose, mais parce qu'il leur manque quelque chose à eux. Mon ex-mari ne pouvait pas gérer la responsabilité d'un enfant ayant des besoins spéciaux. C'est sa perte, vraiment, notre fils est le plus grand cadeau de ma vie. Ces mots ont résonné profondément en moi, offrant une nouvelle perspective sur le départ de Julien et le rejet de mes parents. Sarah et mes collègues ont formé un incroyable réseau de soutien pendant ma convalescence. Ils ont organisé une chaîne de repas, s'assurant que de la nourriture fraîche était livrée chaque soir. Mon patron Jean-François a arrangé pour que je puisse travailler à distance une fois que je me sentirais assez bien, et mon équipe m'a surprise en mettant en commun certains de leurs jours de vacances pour me les donner, m'offrant un temps de congé payé supplémentaire pour me rétablir complètement. Pendant ce temps, les retombées de la rupture de contact avec ma famille ont été immédiates et intenses. Dans les 24 heures suivant l'envoi de mon email, j'avais plus de 20 appels manqués de ma mère, de mon père et de Manon. Je n'ai pas écouté les messages vocaux qu'ils ont laissés, sachant qu'ils ne feraient qu'augmenter mon stress et pourraient nuire à ma guérison.
Cependant, je pouvais voir les aperçus des messages sur mon téléphone. De maman, nous devons parler des factures, Amélie. Tu ne peux pas juste. De papa, tu ne peux pas nous faire ça. Nous avons des engagements qui dépendent. De Manon, ma carte de crédit a été refusée. C'était tellement embarrassant. J'étais au restaurant avec. Par un ami commun, j'ai appris les conséquences financières auxquelles ma famille était confrontée. Mes parents avaient versé un acompte pour des vacances d'été qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Manon avait été forcée de commencer à chercher un emploi sérieusement, chose qu'elle avait repoussée pendant des mois. La voiture de mon père avait besoin de réparations qu'il ne pouvait pas payer sans mon aide. Une partie de moi se sentait coupable. Des années de conditionnement, me faisant me sentir responsable de leurs problèmes. Mais une autre partie, plus forte, grandissant de jour en jour, me rappelait qu'ils étaient des adultes qui avaient fait des choix. Tout comme ils avaient choisi un concert plutôt que de m'aider, ils avaient aussi choisi de devenir financièrement dépendants de moi plutôt que de vivre selon leurs moyens. Une semaine après mon retour de l'hôpital, je me reposais sur le canapé pendant qu'Hélène aidait les filles avec un projet artistique dans la cuisine. La sonnette a retenti de manière inattendue, suivie de coups persistants. Hélène est allée voir qui c'était, puis est revenue avec une expression troublée. « Ce sont tes parents et ta sœur, dit-elle doucement. Ils insistent beaucoup pour te voir. Que veux-tu que je fasse ? » Mon cœur s'est emballé, l'anxiété m'envahissant. Je n'avais pas anticipé une confrontation si tôt, surtout pas alors que j'étais encore physiquement vulnérable. Mais peut-être valait-il mieux y faire face maintenant, pour renforcer les limites que j'avais fixées. « Tu peux les laisser entrer, ai-je décidé. Pourrais-tu emmener les filles jouer à l'étage, s'il te plaît ? Je ne veux pas qu'elles assistent à ça. » Hélène a hoché la tête avec compréhension, rassemblant rapidement Chloé et Léa et leurs fournitures artistiques, chuchotant quelque chose à propos d'un jeu spécial à l'étage qui les a fait glousser et la suivre avec empressement. Quand mes parents et Manon sont entrés dans le salon, j'ai été frappé par leur apparence. Les yeux de ma mère étaient rougis par les larmes. Le visage de mon père était rouge de colère, et Manon avait l'air maussadée sur la défensive. « Qu'est-ce que ça signifie, Amélie ?» a exigé mon père sans préambule, agitant son téléphone avec mon email affiché. « Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres sans aucun avertissement. » Je pense que mon email était assez clair, ai-je répondu, ma voix plus stable que ce à quoi je m'attendais. J'avais besoin de vous et vous avez choisi un concert plutôt que de m'aider pendant une urgence médicale. Ce n'était pas n'importe quel concert, intervint ma mère en larmes. C'était Mylène Farmer, et nous l'avions prévu depuis des mois. Tu aurais pu programmer ton opération en fonction. L'absurdité de sa déclaration m'a presque fait rire. Tu t'entends parler, maman, ai-je demandé, incrédule. Mon médecin a dit que le kyste pouvait se rompre à tout moment. Il a d'ailleurs commencé à se rompre pendant l'opération. C'était une question de vie ou de mort, pas une procédure élective que je pouvais reprogrammer pour votre convenance. Eh bien, tu as l'air d'aller bien maintenant, marmonna Manon, regardant mon salon d'un air critique. Et tu as pu te permettre d'engager quelqu'un pour garder les enfants, donc évidemment tu n'avais pas tant besoin de nous. Ces mots ont allumé une fureur froide en moi. Oui, je me suis débrouillé sans vous, ai-je dit d'un ton égal. Je le fais toujours. Mais ce n'est pas la question. La question est qu'après des années à vous soutenir tous financièrement et émotionnellement, vous n'avez pas pu prendre la peine de m'aider la seule fois où j'en avais vraiment besoin. Alors c'est une punition, se moqua mon père, nous couper les vivres financièrement parce que nous ne pouvions pas faire de babysitting. C'est une conséquence, les jeux corrigés. Et il ne s'agit pas seulement du babysitting. Il s'agit d'années à prendre sans jamais donner en retour. Il s'agit de me traiter comme un distributeur automatique plutôt que comme une fille ou une sœur. Il s'agit des billets de concert que j'ai achetés qui étaient plus importants que ma santé. Tu as des responsabilités envers cette famille, a insisté mon père, sa voix s'élevant. Tu ne peux pas simplement t'en aller. Quelle responsabilité exactement, ai-je demandé. La responsabilité de financer le style de vie de Manon pendant qu'elle refuse de trouver un travail ? La responsabilité de rénover votre cuisine alors que la mienne a encore des placards des années 90 ? La responsabilité de vous envoyer de l'argent tous les mois pendant que vous critiquez chaque décision que je prends ? Ma mère a commencé à sangloter de manière dramatique, s'effondrant sur mon canapé. Je ne comprends pas pourquoi tu es si cruelle, Amélie. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevée. Et j'en suis reconnaissante, ai-je reconnu.
Mais être parent ne vous donne pas droit à un soutien financier à vie, surtout quand vous refusez d'offrir même une aide de base en retour. Le visage de mon père s'est assombri. Nous pourrions te poursuivre en justice, tu sais, pour les promesses que tu as faites d'aider pour notre retraite. J'ai ri, puis grimacé légèrement à cause de la douleur que cela provoquait dans mon abdomen. Me poursuivre pourquoi exactement? Des dons volontaires que j'ai décidé d'arrêter de faire? Allez-y. J'ai tous les emails et messages où vous demandiez de l'argent et j'ai la preuve que vous avez refusé d'aider pendant une urgence médicale. Je serais heureuse de partager tout cela au tribunal. La menace a semblé le dégonfler, son arrogance s'estompant alors qu'il réalisait la position dans laquelle il s'était mis. Nous devrions y aller, Marguerite, dit-il sèchement à ma mère, qui pleurait toujours sur le canapé. Amélie a clairement besoin de plus de temps pour reconsidérer ses décisions hâtives. Ma sœur, qui avait été inhabituellement silencieuse, a finalement pris la parole alors qu'il se préparait à partir. Tu le regretteras, Amélie. La famille est censée rester soudée. Je l'ai regardée, vraiment regardée, peut-être pour la première fois, voyant la jeune femme pleine de droits qu'elle était devenue, en partie à cause de ma complaisance. Oui, la famille est censée rester soudée, ai-je convenu. Souviens-toi de ça la prochaine fois que l'un d'eux aura besoin d'une opération d'urgence et que tu auras des billets de concert. Ils sont partis dans une tempête de portes claquées et de menaces marmonnées, laissant derrière eux un étrange silence dans mon salon. Je m'attendais à me sentir épuisé ou contrarié après la confrontation, mais au lieu de cela, je me sentais étrangement en paix. J'avais tenu bon, maintenu mes limites et dit ma vérité sans reculer. Hélène est descendue quelques minutes plus tard, l'inquiétude évidente sur son visage. Ça va? Ça avait l'air intense. Je vais mieux que bien, ai-je réalisé à voix haute. Je crois que je me suis enfin libéré. 3 mois ont passé, apportant avec eux de profonds changements dans ma vie. Ma convalescence physique était terminée, les cicatrices chirurgicales s'estompant en de fines lignes argentées, souvenir de la crise qui avait catalysé tant de transformations. Mon médecin était satisfait de mes progrès, me déclarant entièrement guéri lors de mon dernier contrôle. Professionnellement, j'avais prospéré malgré les défis personnels. Mon patron avait été impressionné par mon dévouement, réussissant à respecter les délais même en convalescence d'une opération majeure. Il y a 2 semaines, il m'avait appelé dans son bureau pour m'offrir une autre promotion, cette fois au rang de cadre supérieur avec une augmentation de salaire substantielle. Financièrement, je me trouvais dans une position beaucoup plus solide qu'auparavant. Sans le fardeau constant de soutenir mes parents et ma sœur, j'avais pu commencer à reconstituer mes économies, à rembourser mes prêts personnels et même à mettre en place de véritables fonds d'études pour Chloé et Léa. L'argent qui allait autrefois à ma famille assurait désormais l'avenir de mes filles. Les filles elles-mêmes semblaient plus heureuses et plus sereines. Chloé excellait en grande section de maternelle, son institutrice commentant sa confiance en soi et ses compétences de leadership grandissantes. Léa avait surmonté sa timidité et se faisait des amis à l'école maternelle, rentrant à la maison avec des histoires d'aventures dans la cour de récréation et de projets artistiques. Les 2 filles semblaient moins anxieuses, percevant peut-être ma propre réduction de stress. Hélène était passée de prestataire de garde d'enfants d'urgence à amie de confiance. Bien qu'elle ne vive plus avec nous, elle venait toujours chercher les filles à l'école 3 jours par semaine quand je travaillais tard. Nous avions établi une tradition de dîner du dimanche ensemble, nos 2 familles fusionnant en une seule unité de soutien. Son fils Marc se joignait occasionnellement à nous lorsqu'il rentrait de l'université, devenant la figure de grand frère que mes filles adoraient. Grâce à Hélène, j'avais rejoint un groupe de soutien pour mères célibataires. Partager mon histoire dans cet espace sûr avait été cathartique, me permettant de traiter les émotions complexes entourant la trahison de ma famille. Les autres femmes comprenaient d'une manière que seules celles qui avaient parcouru des chemins similaires pouvaient comprendre. D'elles, j'ai appris des stratégies pratiques pour établir et maintenir des limites saines, des compétences que je n'avais jamais développées en grandissant dans ma famille dysfonctionnelle. Mon nouveau cercle d'amis s'est élargi à mesure que je m'ouvrais à des liens plus profonds. Sarah est restée ma meilleure amie indéfectible, mais j'ai également développé des relations significatives avec d'autres parents à l'école des filles, des voisins avec qui je n'avais échangé que des politesses auparavant, et des collègues qui m'avaient soutenu pendant ma convalescence. 2 mois après notre confrontation, j'ai accepté de rencontrer mes parents dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre nos maisons. La rencontre a été tendue mais civile. Mon père avait perdu du poids, le stress financier se lisant sur son visage. Ma mère semblait soumise, son éclat dramatique habituel atténué par la réalité. Nous avons eu des difficultés,
a admis mon père après que nous ayons échangé des salutations maladroites. Devoir gérer un budget a été un ajustement. Je suis désolé que cela ait été difficile, ai-je dit sincèrement. Mais je ne peux pas continuer à vous soutenir financièrement au détriment de la sécurité de ma propre famille. Nous le comprenons maintenant, a dit ma mère, me surprenant par sa franchise. Ce que tu as fait pour nous toutes ces années était généreux. Nous l'avons pris pour acquis. Ils avaient été contraints de faire des changements importants. Mon père avait pris un travail à temps partiel comme professeur de soutien en mathématiques. Ma mère avait augmenté ses heures à la pharmacie. Ils avaient vendu leur voiture la plus récente et étaient retournés à la conduite de leur ancienne. Les vacances d'été avaient été annulées, l'acompte perdu. Les filles nous manquent, s'aventura prudemment ma mère. Y a-t-il un moyen de les voir de temps en temps? J'avais anticipé cette demande et j'avais déjà décidé de ma réponse. Nous pouvons commencer par de courtes visites supervisées dans des parcs ou des restaurants, ai-je proposé. Si cela se passe bien, nous pourrons progressivement passer à des visites plus longues. Mais il y a des conditions. Les conditions que j'ai énoncées étaient non négociables. Aucune critique de mon éducation, pas de cadeaux somptueux pour essayer d'acheter l'affection des filles, pas de commentaires négatifs sur Julien ou mes choix de vie, et un respect absolu de mes limites. Ils ont accepté, apparemment humiliés par les conséquences de leurs actions. Ma relation avec Manon est restée tendue. Elle avait trouvé un emploi dans une agence de marketing, ironiquement similaire à la mienne, mais à un poste de débutante. Elle avait été forcée de déménager dans un appartement plus petit et de vendre certains de ses vêtements et sacs de créateurs. Lorsque nous nous envoyions des SMS occasionnellement, ces messages portaient encore des sous-entendus de ressentiment. J'espère qu'un jour Manon comprendra que ma décision venait de l'autopréservation, pas de la méchanceté, ai-je dit à Hélène un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Je garde la porte ouverte, mais je ne peux pas forcer la réconciliation. Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour grandir, a sagement observé Hélène. Ta sœur a tout eu sur un plateau. Apprendre à se débrouiller seule pourrait être le plus beau cadeau que tu lui aies jamais fait, même si elle ne le voit pas encore de cette façon. Il y avait des signes positifs. La semaine dernière, Manon m'avait envoyé un SMS pour demander un conseil professionnel plutôt que de l'argent. Un changement petit mais significatif. Elle avait également envoyé à Chloé une carte d'anniversaire faite à la main, quelque chose qui demandait de l'effort et de la réflexion plutôt que de simplement passer une carte de crédit. Alors que je couchais mes filles ce soir-là, Chloé a posé une question qui m'a fait réfléchir. « Maman, ça veut dire quoi la famille ?» a-t-elle demandé, son jeune visage sérieux dans la douce lueur de sa veilleuse. Je me suis assise sur le bord de son lit, choisissant mes mots avec soin. La famille, ce sont les gens qui t'aiment et qui montrent cet amour par leurs actions, pas seulement par leurs mots. Parfois, la famille inclut les gens avec qui tu es né, et parfois elle inclut les gens que tu choisis, comme Hélène et Marc. Comme notre famille, a ajouté Léa de son propre lit de l'autre côté de la pièce. Oui, ma chérie. Exactement comme notre famille, ai-je souri. Notre famille est peut-être petite, mais elle est remplie d'un amour véritable. En éteignant les lumières et en fermant la porte de leur chambre, j'ai réfléchi à combien ma perspective avait changé. La douloureuse trahison de mes parents m'avait finalement conduite à construire quelque chose de mieux, une vie centrée sur des relations authentiques plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. J'avais appris que le vrai don vient de l'amour, non de la peur ou de la manipulation. J'avais découvert que fixer des limites n'était pas égoïste, mais nécessaire pour des relations saines. Plus important encore, j'avais réalisé que je méritais du soutien et de la gentillesse tout autant que j'en donnais aux autres. Le chemin avait été douloureux, mais la destination valait chaque étape difficile. En perdant la famille dont je pensais avoir besoin, j'avais créé la famille que nous méritions tous vraiment.